Bonjour, enchanté, Frédéric Cabas du pôle Smart Power. Je suis en charge de l'animation réseau des événements au sein du pôle Smart Power ainsi que de la formation. Et vous êtes là aujourd'hui pour un webinaire sur l'évolution des pratiques managériales dans un contexte intergénérationnel qui sera présenté par Premium et LEM, que je vous présenterai tout de suite une petite présentation du pôle. Smart Power, donc on est un pôle de compétitivité dans le secteur de l'énergie réparti sur 3 régions. Région Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. On a des bureaux à Bruxelles. On a près de 250 adhérents, dont 70% sont nos entreprises. Et notre mission, c'est de faire émerger des projets d'innovation, accélérer l'innovation technologique de nos adhérents, hein, qui sont composés effectivement d'entreprises et d'académiques, entre autres. Et puis, dans le but d'accompagner ces entreprises de la conception de produits à la mise sur le marché de leurs produits. Donc voilà. Bien sûr, on est soutenu par les collectivités territoriales sur les différents territoires sur lesquels nous sommes. Nos domaines d'activité stratégiques sont les réseaux électriques intelligents, les bâtiments et territoires intelligents, les systèmes électriques pour les mobilités et l'électronique. Donc, ce n'est pas ce sur quoi nous allons effectivement parler aujourd'hui. En l'occurrence, nous faisons une formation sur la thématique dont nous allons parler, qui s'appelle Développer la posture managériale. Donc, je vous transmettrai des informations sur cette dernière à l'issue du webinaire. Et cette formation dispensée par le cabinet Reliant se déroule du 24 au 25 novembre à Tours. Enfin, bah, on fait des événements, beaucoup d'événements sur nos différents territoires. Donc, on y trouve effectivement des séminaires technologiques, des conférences, des événements protocolaires tels que notre AG qui se déroule d'ailleurs le 2 avril prochain. Et puis, on y fait aussi des visites d'entreprise et des webinaires. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes regroupés aujourd'hui avec Premium, Élodie Gentil, et puis LEM, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Édouard Clément, qui est responsable du réseau territorial. Et maintenant, je vais vous laisser présenter effectivement la suite. Je commence, Edouard? Ok, bonjour, Élodie Gentil, donc cabinet Premium. Je suis chasseur de tête et je travaille au sein du cabinet Premium, qui est une croissance organique du groupe Artus, le groupe d'emploi et d'intérim français et indépendant qui intervient sur toute la France, 450 personnes, 90 agences. Le cabinet de recrutement et de chasse de tête premium, c'est aujourd'hui 14 personnes. On a 10 ans cette année. On intervient aussi sur toute la France. On a des missions actuellement Dijon, Strasbourg, Nancy, Rennes, Orléans, Tours, Marseille, Montpellier, Paris, bien sûr. Donc voilà, on intervient vraiment partout sur toutes les fonctions, cadres dirigeants, cadres, experts, dans tous les secteurs d'activité privés et publics. On travaille par exemple aussi pour le pôle Smart Power et certains de ses adhérents dans ce secteur. Euh, voilà. Bonjour Annick, je te vois au passage. Voilà, on a en début d'année développé une activité connexe aussi qu'on appelle accompagnement RH. Nous travaillons avec un collectif de coachs certifiés en France et on a intégré l'une d'elles qui s'appelle Vanessa Magdelaine et qui est psychologue du travail et qui intervient pour le compte de nos clients sur des activités complémentaires. D'une part, tout ce qui peut être coaching de prise de fonction, outplacement, assessment, validation de candidature. Et puis, elle intervient aussi sur une activité très spécifique qui est les RPS, les risques psychosociaux et les enquêtes harcèlement notamment. C'est assez confère, mais on est nous-mêmes, parfois, on a des demandes dans ce sens. Donc, voilà un petit peu la tournure de l'activité Premium aujourd'hui. Et on intervient en tant que partenaire du pôle sur ce constat de marché. Nous, on est première loge de ce qui se passe un peu sur le marché de l'emploi dans notre métier. Et effectivement, aujourd'hui, en 2026, de plus en plus, on se retrouve avec 4 générations dans le même service, 30 ans, 40, 50, 60.
Et donc, ça vient bousculer un petit peu les pratiques managériales, puisqu'il faut s'adapter en fait aux différents besoins et attentes de chacun qui sont convergentes pour certaines et divergentes pour d'autres. À ça se rajoutent dans les 10 prochaines années les départs en masse, les départs à la retraite en masse qui vont bousculer aussi pas mal de choses. Et donc, Édouard Clément, avec qui je travaille et que je connais depuis quelques temps, on échange pas mal sur ces sujets et c'est intéressant qu'on puisse intervenir tous les deux. Voilà. Et j'ai Merci, 51 ans, juste pour donner, comme on va parler d'âge aujourd'hui, voilà. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup à Elodie et à Smart Power pour l'invitation. L'idée étant de partager ensemble à la fois des anecdotes, des convictions, aucune certitude, mais aussi des échanges autour du management intergénérationnel. Alors, pour me présenter très rapidement, donc moi j'ai 37 ans, bientôt 38, et ça va faire une petite dizaine d'années que j'ai la chance d'être manager. Donc j'ai été, on va dire, un jeune manager, jeune en termes d'expérience, on va dire, parce que j'avais assez peu d'expérience professionnelle quand j'ai été lancé en tant que manager. Donc mon parcours, moi j'ai un master à l'IAE Tours, entrepreneuriat et management des PME. Et puis très vite j'ai rejoint les organisations professionnelles, organisations patronales pour ceux qui connaissent. Donc le MEDEF sur le terrain et au siège pendant 5 ans, le syndicat de la plasturgie sur le terrain et dans une fonction de directeur France de l'animation territoriale avec 29 personnes réparties sur 12 régions avec des sédentaires et des gens, j'allais dire, sur le terrain. Et on va dire depuis maintenant un petit peu moins de 4 ans, je suis donc le responsable adhérent et territoire du LEM. Alors le LEM, c'est l'organisation professionnelle qui rassemble l'industrie pharmaceutique, donc près de 200 adhérents, 90 000 salariés, 340 établissements qui regroupent des entreprises qui font de la recherche et développement, de la fabrication de médicaments, tout type et j'allais dire toute aire thérapeutique, et également la commercialisation, l'exploitation de médicaments sur le territoire français. Des petites entreprises, des moyennes, des très grandes, des très très grandes, des leaders. Et donc j'ai 3 missions, on va dire, au sein de cette organisation, la relation adhérent sur tout le territoire français, donc de pouvoir aller à la rencontre de nos dirigeants, dirigeantes et de leurs équipes avec notre offre de service, l'animation régionale, pour créer en fait une animation régionale presque partout en France, puisque Frédéric parlait des Pays de la Loire, Bretagne et Pays de la Loire sont des territoires où il y a très très peu de pharma, donc on va dire qu'on a, hormis ces territoires-là, une animation régionale, et puis ce qu'on appelle les affaires publiques territoriales, c'est la relation avec les élus des territoires pour montrer l'utilité et la visibilité de l'industrie pharma au sein du tissu industriel et du tissu économique. Et donc, je suis manager depuis effectivement une petite dizaine d'années, avec des particularités. J'ai été le plus jeune manager au sein d'une équipe plurigénérationnelle, des gens qui sont à distance, des gens qui sont sédentaires, moi-même qui suis basé à Tours avec des logiques de déplacement extrêmement réguliers. Donc c'est aussi ça que il est intéressant aussi de partager en fait avec vous ce matin à travers mon expérience, on va dire, sur ce sujet, en tout cas mes convictions et peut-être quelques tips ou quelques échanges avec vous sur comment on essaie de développer un management intergénérationnel dans des contextes différents, avec des enjeux parfois différents, et c'est peut-être ça qu'on peut se donner comme objectif, c'est d'avoir un échange sur pas des conseils, mais on va dire quelques avis, convictions sur ce qu'on a mené, des échecs, des réussites aussi. C'est ça qui est intéressant, je pense, de partager ce matin au sein du webinaire. Merci, Édouard. Alors, on a souhaité avec Édouard être sur un format très interactif. Donc, en fait, l'idée, c'est que nous, on va se poser des questions et y répondre, et on souhaiterait que vous puissiez intervenir par rapport aux problématiques que vous rencontrez au quotidien vous-même, et que ça vienne un peu enrichir le sujet. Voilà, soit pendant, soit après, comme vous vous sentez, hein, mais donc c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. En fait, le constat de marché, c'est aussi de dire que il y a des évolutions sociétales fortes sur le marché de l'emploi, hein. On y est confronté régulièrement. Nous, on a vraiment les sujets en Dolby Stéréo dans notre travail. Donc, c'est-à-dire le rapport au travail, le rapport à l'argent,
le rapport à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est vraiment des sujets qui ont bougé. Je ne vais pas dire qu'il y a moins d'engagement, mais c'est des sujets qui se bousculent beaucoup aujourd'hui. Nous, on le voit très clairement dans les premières prises de contact avec les candidats, quels qu'ils soient, quel que soit le territoire, quel que soit l'âge, les sujets qu'on n'a même pas le temps d'aborder, mais qu'on nous aborde directement. Alors, encore plus les trentenaires, mais c'est, voilà, moi, mon équilibre pro et perso est important, quelles sont les modalités, etc. Pour des cadres, hein. Moi, je travaille que sur les cadres. Donc, ouais, ça veut dire que c'est une dimension qu'on est obligé de prendre en compte. Et en fait, ce sur quoi on veut mettre la lumière un peu aujourd'hui, c'est de dire, voilà, si on ne fait pas évoluer nos pratiques managériales, on va se confronter à des générations, et je dis bien des générations, euh, qui sont plus d'accord, en fait, si on les écoute pas. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on veut mettre de la lumière et que chacun puisse partager un petit peu ce qu'il rencontre. Aujourd'hui, par exemple, petit chiffre quand même rapide, en 10 ans, on a doublé le taux de personnes qui s'en vont dans la période d'essai. C'est-à-dire qu'on était à 10%, on est à 21,8% aujourd'hui sur 2025 de personnes qui, pendant la période d'essai, quittent leur entreprise. Donc, c'est quand même un petit chiffre qui donne un peu de lumière. Et donc, ça coûte très cher à tout le monde. Voilà, donc du coup, première question, Edouard, dans ton rôle de manager, quelles sont les adaptations, les évolutions que tu as pu opérer, toi, dans ta pratique managériale pour accompagner, puisque tu as effectivement l'ensemble des générations dans ton équipe, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Là, j'ai fait un master de management, veut pas dire être expert du management, bien loin de ça. Et par contre, de se former, effectivement, c'est toujours intéressant, et de se former tout au long de la vie, ça c'est intéressant. Mais donc, lancer très vite dans le management et dans un management avec plusieurs générations. Donc, j'avais 27 ans à peu près, 26, 27, et avec des gens qui avaient le double de mon âge, ou on va dire plutôt des quadras. C'était ça la première expérience pro en termes de management. Donc là, le but, c'est véritablement de créer un cadre de jeu pour que chacun puisse avoir de l'autonomie. On m'a vu comme un jeune loup, on va dire, arrivant. Donc, on a parfois une perception de dire il va nous expliquer la vie, il connaît rien au métier, etc. C'est parfois des remarques que vous pouvez entendre au sein de vos équipes ou même au sein de votre entreprise. Donc, le but, c'était véritablement de dire c'est pas moi, enfin, je suis pas le chef et je vais pas le répéter 40 fois, mais par contre, je vais tout faire pour vous accompagner, pour vous apporter un plus. Et en fait, au fur et à mesure, cette équipe, elle a grandi avec des générations plus jeunes, on va dire, plutôt des trentenaires, qui sont arrivés avec un peu moins d'expérience professionnelle. Et l'évolution, on va dire, le cadre managérial, c'était de dire, ça fait un peu phrase, pas bateau, mais on va dire, c'est que la confiance, elle n'a pas d'âge. Moi, dans mon management, la confiance, elle n'a pas d'âge. La confiance du manager envers ses équipes, moi, hein, quand je vais vous partager mon expérience, c'est mes convictions. Je n'ai pas de certitude, mais c'est mes convictions et c'est mon mode de management. C'est que je fais confiance tout de suite. Tout de suite, je donne ma pleine et entière confiance à chaque membre de l'équipe. Et ça, sans distinction d'expérience professionnelle, d'âge. J'ai pas de filtre par rapport à cette confiance-là. Ensuite, la confiance, en fait, elle s'entretient, elle s'anime entre les membres de l'équipe et entre la relation individuelle. Mais premier principe de base, la confiance n'a pas d'âge. Deuxième principe, chacun a une valeur ajoutée au sein de l'équipe. Et donc, ce que j'ai fait également tout de suite, quand j'ai eu des plus jeunes et des moins jeunes, on va dire, c'est d'avoir un système de tutorat inversé. C'est-à-dire que vous avez le tutorat, on le voit toujours comme le plus ancien qui accompagne le plus jeune dans la découverte de son savoir, savoir-être, savoir-faire, transmission du savoir, soit parce qu'il y a un départ à la retraite prochain, soit parce qu'on a envie finalement de faire grandir le plus jeune en termes de trajectoire. Ok, super, mais dans les nouvelles générations, en tout cas, et plus je le vois, plus ça s'accentue, il y a besoin de ne pas être à l'école, entre guillemets, et d'avoir un prof, même si c'est hyper intéressant d'apprendre, qui est aussi un système d'inversement. Et ça, je l'ai assez vite perçu parce que j'ai eu un cas où la personne me dit, écoute, moi, je suis plus à la maternelle, caricatural, hein, mais il est super, Denis, vraiment, mais en fait, il m'apporte pas. Enfin, j'ai besoin aussi d'apporter quelque chose. Et donc, j'ai
le tutorat inversé, pour moi, il est hyper important parce que aussi sur les plus anciennes générations, on a parfois, moi je vois en tout cas sur certaines équipes, des difficultés en termes de maturité informatique, des difficultés en termes de nouveaux discours, en termes de prise de parole face à des publics un peu différents. Et ça, les plus jeunes générations, peut-être par euh, plus de curiosité, plus de d'allant, moins peur en fait finalement, peuvent apporter ce type de choses. Et donc dans les pratiques managériales, premier élément. Deuxième élément, pardon. Troisième élément, ça va un peu avec chacun à son rôle. Réunion d'équipe, peu importe, hebdo, mensuel, physique, pas physique, etc. Le manager peut animer, mais moi je fais tourner l'animation. Ça est tout bête, c'est des choses assez bêtes et on enfonce peut-être un peu des portes ouvertes sur cette partie-là. Mais ce que je vois, moi, des autres managers et même de mes collègues managers parfois, c'est que c'est pas fait. Et si c'est pas fait, vous avez un risque que ça soit très descendant, très rébarbatif, en fait, finalement. On prend l'info et puis on en fait ce qu'on en veut, etc. Il y a manque de préparation, ça développe pas la prise d'initiative au sein des équipes. Et donc, ce système de j'ai un rôle et donc j'anime une partie de la réunion d'équipe, peu importe à quel moment, hyper important. Puis, quatrième point, c'est chacun a un projet. Peu importe le projet, peu importe son importance, chacun est pilote d'un projet. Donc, je trouve à chaque fois, dans l'année, un, deux, trois projets pour chaque collaborateur, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de responsabilité. Hyper important. J'ai des assistants, des assistantes, j'ai des responsables, j'ai des cadres, j'ai des non-cadres. Chacun est responsable d'un ou plusieurs projets et ensuite il peut copiloter avec celui qui souhaite, etc. Donc ça, c'est vraiment des principes de base que j'ai tout de suite essayé de mettre en œuvre. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire, Edouard, sur accompagner l'évolution aussi des carrières professionnelles des personnes. Il y a quelque chose qui est quand même assez significatif, un vrai mouvement, c'est que l'évolution de carrière qui dit qu'on manage, on devient manager et on évolue en hiérarchie comme ça, elle n'est plus trop réelle aujourd'hui. C'est pas forcément ce que recherchent les gens. Alors, les trentenaires d'une part, mais même 40-50 ans, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on va vers de l'expertise aussi. Et ça rejoint son point sur les missions transverses. C'est-à-dire que j'ai d'autres clients qui me le partagent. Aujourd'hui, pour nourrir quelqu'un, pour le garder, le fidéliser et puis le stimuler, etc., ils lui proposent des missions transverses en plus, ou en tout cas en complément de leur mission actuelle, soit pour des groupes, soit carrément dans des filiales différentes, soit au sein de l'équipe, comme toi tu peux faire. Parce qu'il n'y a pas forcément déjà de projet et pas forcément de poste. Et puis, les gens sont moins en recherche, et nous, on l'entend aussi, sont moins en recherche de cette évolution-là hiérarchique. Vraiment verticale. J'ai un autre client qui a cassé ça aussi, qui a cassé les étagères, les étages hiérarchiques, pardon. Et c'est-à-dire il avait 4 niveaux, il n'en a plus que 2 aujourd'hui. Et en fait, parce que là aussi, ce n'est plus l'évolution de prendre. On avait peut-être créé un peu d'étages hiérarchiques supplémentaires dans les entreprises pour pouvoir faire évoluer les gens, etc. Mais comme c'est plus trop un levier, eh bien, on entend recasser ça. Et du coup, avoir une phrase que tu avais dit, Edouard, il me semble, moins de managers, plus d'experts. Et je le vois aussi auprès d'autres clients, quels que soient les industries. Voilà, je voulais juste faire un petit point par rapport à ça. C'est Et hyper important, hein. Enfin, je veux dire, sur cette partie, moins de managers, plus d'experts, je pense qu'on y va tout ouais, droit. Et sur ce que moi j'appelle l'évolution horizontale. Aujourd'hui, les générations, quelles que soient les générations, n'ont plus forcément envie de manager des équipes. On a des gens qui veulent manager des équipes, hein. J'en suis l'exemple type, hein. Moi, j'adore manager des équipes, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'aime. Mais j'ai pas mal de personnes dont je sais que si je ne leur propose que de l'évolution verticale, on va dire, je vais les perdre parce que c'est pas ce qu'elles souhaitent. Donc, il faut trouver un terrain de jeu suffisamment large, suffisamment autonome pour qu'elles prennent des projets et qu'elles gardent leur expertise et qu'on les forme aussi pour qu'ils deviennent le meilleur expert. Moi, j'ai des équipes qui me disent, moi, mon objectif, Edouard, c'est de devenir le meilleur expert dans mon domaine. Et ça, pour moi, c'est du pain béni parce que ça veut dire comment je vais à la fois le faire monter d'un étage en termes d'expertise, donc là, on est sur l'évolution de compétences, et en même temps, comment cette compétence, elle va profiter au collectif sans avoir un espèce de rapport hiérarchique dont il ne veut pas. Donc ça, c'est un vrai enjeu, mais c'est plutôt pour moi une bonne nouvelle que des gens qui voudraient tous manager des équipes dont on sait parfois, de manière très honnête, on est entre nous,
tout le monde n'est pas capable de manager des équipes. Ou alors, tout le monde n'est pas capable de manager à un instant T des équipes pour X ou Y raison. Et donc ça, pour moi, cette évolution horizontale, elle est plutôt bénéfique dans nos organisations, elle est plutôt bénéfique dans les entreprises. Elle s'organise par contre. En termes de valorisation aussi, on parlera tout à l'heure de la valorisation financière, mais vous pouvez pas dire à quelqu'un, si tu veux être mieux payé, il faut forcément que tu prennes des équipes. Ça, vous allez rebuter et vous avez 8 chances sur 10 que la personne, boum, elle parte. Parce qu'en fait, elle se dit, si je veux gagner un peu plus d'argent, parce que c'est quand même aussi un vecteur, un moteur, il faut absolument que je prenne des équipes, chose que je ne veux pas. Donc, le cadre, il est bouché dans l'entreprise. Il est bouché par rapport à mes aspirations. Ouais, tout à fait. Ça reboucle un point que tu avais en deuxième point, je crois, c'est la posture d'écoute, la posture d'humilité du manager, sans a priori de l'attente de telle ou telle génération. Parce que ça aussi, ça a beaucoup bougé, on le voit très très bien, hein. Nous, on recrute des gens de 55 à 60, 62 ans régulièrement aujourd'hui, hein. Donc, sans a priori de ce que peuvent attendre les gens. Et ça veut dire une certaine ouverture d'esprit sur, par exemple, la flexibilité du travail. Voilà, les modalités de travail, l'équilibre pro-perso peut passer aussi par du télétravail. Comme ça, dans les négociations aujourd'hui qu'on a tous les jours dans notre travail, c'est un point sur lequel on est toujours très, très attentif parce que c'est un point qui peut être un point d'achoppement si telle ou telle entreprise ou groupe, euh, pour des raisons soit de politique, groupe, bah voilà, pas télétravail par exemple, etc., ou la semaine des 4 jours, etc., etc. Et ça peut être carrément un point de refus du candidat. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ce besoin de... Il faut savoir que sur les études 2025 d'IDESO, 8 cadres sur 10 estiment que leur entreprise dans laquelle ils sont ne prennent pas assez en compte l'équilibre pro-perso, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment des sujets qui sont quand même... c'est pour ça qu'on en parle, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas entendu une fois ou deux, hein. C'est vraiment des sujets qui sont vraiment présents, fortement. Et dans ton expérience notamment de recrutement, Édouard, justement, est-ce que toi, tu sens les critères les plus importants qui comptent le plus pour les candidats aujourd'hui que tu recrutes? Qu'est-ce qui compte le plus quand ils rejoignent ou pas, du coup, ton organisation, quelles que soient les générations? Je crois que c'est la capacité de l'employeur et donc du manager et donc de moi, on va dire, à expliquer la sincérité du projet. Mm. Et ça, c'est hyper important. Je le vois, on a des fiches de poste, on établit des fiches de mission, on établit des annonces, etc. Faut que ça soit la mieux travaillée possible, ça, donc c'est un prérogative hyper important. Et ça, je l'ai compris aussi petit à petit, hein. Au début, on fait l'annonce, on se dit, de toute façon, on va avoir 50 candidatures, on va bien trouver quelqu'un qui va faire l'affaire. Force est de constater que on perd beaucoup de temps à avoir beaucoup de candidatures qui ne vont pas parce que parfois, en tout cas moi, de mon expérience, on n'expliquait pas suffisamment ce qu'on attendait dans la fiche de poste. Ça, premier élément. Et deuxième élément, quand je rencontre les candidats, candidates, c'est à la fois de la découverte du profil du candidat, donc ça c'est hyper important de savoir pourquoi il est là et la valeur ajoutée qu'il pourrait apporter, mais il ne peut l'exprimer que si moi, en tant que manager, j'ai bien expliqué le projet, j'ai bien expliqué ce que je cherchais. Et ça c'est hyper important en termes de sincérité du projet, de pouvoir préciser ce dont on attend de la personne qu'on va recruter. Donc ça, hyper important sur les compétences, savoir-être c'est prérogative, mais sur les compétences et sur le projet, et surtout sur la trajectoire. En fait, moi, ce que je propose à chaque fois, c'est une trajectoire. C'est-à-dire, voilà pourquoi je vais te recruter, pourquoi tu vas faire partie de cette entreprise, et la trajectoire possible, en fait, pour toi au sein de l'organisation. Et ça, projection, pour les anciennes générations, c'est important, mais ça dépend, on va dire, des profils. Par contre, pour les nouvelles générations, presque à 100%, c'est hyper important de tracer une trajectoire. Et donc ça, moi, je suis hyper vigilant sur quand je recrute, c'est quoi l'étape d'après possible pour le candidat. Et en fait, en fonction après du candidat, de son niveau, de son compétence, si vous avez quelqu'un d'extrêmement compétent tout de suite ou quelqu'un à potentiel, ça dépend un peu de ce que vous souhaitez faire. Il va falloir lui tracer une trajectoire. Et ça, c'est hyper important parce que vous aurez la possibilité, on parlera ensuite de la partie intégration, formation. Ça, c'est hyper clair. Donc, il faut être clair sur ce qu'on attend. Et moi, ce que je présente aussi, c'est mon mode de management dans l'entretien. Comment je manage les équipes?
pour que la personne, elle ne soit pas surprise quand elle va arriver dans l'équipe, quand elle va arriver dans l'entreprise, sur le mode de fonctionnement de l'équipe. Parce qu'elle va être surprise par plein de choses. Elle va être surprise par l'environnement de l'entreprise, par le fonctionnement interne de l'entreprise, surprise bonne ou moins bonne, hein, mais surprise, donc elle va devoir s'adapter. Donc si elle peut avoir quelques points de repère sur c'est qui l'équipe, comment elle fonctionne, c'est qui le manager, comment il fonctionne et comment c'est quoi ma trajectoire, déjà elle a quelques piliers de stabilité et de confiance qui fait que entre les 10 et les 20% de fin de période d'essai, peut-être, ça marche pas tout le temps, mais on sécurise un peu plus et on stabilise un peu plus finalement l'arrivée du collaborateur. Et ça, faut pas le minimiser, ça se prépare et ça peut être des entretiens, mais aussi des échanges téléphoniques. Moi, je fais des entretiens formels. Et quand j'arrive dans shortlisting, j'allais dire, de certains candidats, je les appelle en disant, voilà, je voulais vous préciser quelques points, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne. Et ça, c'est hyper important. Pareil, ça, c'est votre choix aussi. Moi, c'est mon choix. La personne qui arrive en shortlisting, elle rencontre l'équipe en collectif, en individuel, elle rencontre l'équipe pour que c'est un choix, pas un mariage, mais c'est un choix complet. C'est-à-dire que l'équipe aussi voit quel collaborateur va arriver et quel est son fonctionnement, etc. Moi, pour moi, c'est hyper important. Donc ça, vraiment, voilà, je suis très, très attentif sur cette partie-là, sur le recrutement et sur la présentation du projet. Et surtout après, c'est de quoi j'ai besoin. Il ne faut pas avoir peur de recruter un meilleur que soi. Moi, c'est ma règle de base. Si on a peur que la personne soit trop forte ou qu'elle veuille prendre votre place, ou etc., je pense qu'on n'a rien compris. Au contraire, on parlait d'expert tout à l'heure. Plus il est expert, plus il va être dans son cadre d'expertise, plus il va être comme un poisson dans l'eau. Et moi, comment je vais faire pour l'accompagner, soit sans lui mettre la chape de plomb ou le couvercle sur la casserole pour le laisser s'exprimer. Donc moi, quand je vois un très bon, faut qu'il soit aussi en capacité d'avoir des interactions d'équipe et un savoir-être collectif. Mais quand je vois un très bon qui a aussi cette capacité collective, faut pas avoir peur. Et j'ai trop de managers, collègues, qui voient parfois la peur dans la personne qui arrive avec trop d'expérience, trop de performance, trop de potentiel. Que ça soit sur des jeunes ou des moins jeunes. Quand on a peur aussi de recruter un plus expérimenté, connerie. Enfin, je veux dire, si on a besoin de quelqu'un qui va être vraiment très, très expert, il faut aller chercher l'expertise. Et si la personne elle a que 3 ans d'expérience, soit elle a un super potentiel, vous le découvrez, soit il faut prendre quelqu'un qui a 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, qui va vous apporter un plus. Ça, faut pas, voilà. Faut pas avoir peur du contexte intergénérationnel s'il est animé. Et ça, c'est le rôle du manager d'animer. J'ai j'ai une question de Monsieur Lerner Oui. qui dit la posture est essentielle. Pour autant, des outils permettent d'étayer cette posture de manager. Quels outils organisationnels utilisez-vous? Alors, sur les outils d'orga, ça dépend quel métier vous avez. C'est compliqué parce que je ne sais pas qui est qui j'allais dire dans la salle virtuelle. Ce que moi j'utilise un bon CRM déjà pour bien connaître ses adhérents ou ses entreprises. J'utilise un SharePoint, document commun. Donc personne n'a sur son bureau des documents parce que quand la personne elle n'est pas là, elle est malade, elle est en déplacement, on a besoin d'avoir ce document, on l'a. Un groupe Teams, pas 40 groupes Teams, un groupe Teams où vous avez l'équipe et on partage un certain nombre de points. Des réunions d'équipe. Moi, je fais une réunion d'équipe puisque pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mes équipes sont un peu partout et moi-même, je suis un peu partout. Donc, des réunions d'équipe, 1 heure, le lundi, de 14 à 15 ou de 15 à 16. C'est plutôt Edouard, on va dire, 2 fois sur 4 qui pilote, on va dire, la réunion. 2 fois sur 4, c'est un collaborateur qui la prépare et qui prépare aussi les sujets. Un ordre du jour dans la réunion. C'est pas une réunion d'équipe où les gens arrivent en se disant bonjour, ça va, bah, je sais pas trop de quoi on va parler. Un ordre du jour. Donc s'il n'y a pas d'ordre du jour, s'il n'y a pas de point, il n'y a pas de réunion d'équipe. Et ensuite, c'est des moments. Alors, moi, comme j'ai un management à distance, c'est des moments en présentiel. Donc, on prévoit et on planifie des moments en présentiel. Donc, ça, hyper important. Sur la partie intégration, formation, conviction, ma part, l'intégration, si vous pensez qu'en 15 jours, parce que la personne elle a fait le tour des services pour découvrir en 1 heure ce que chacune fait, je pense, honnêtement, que ça ne marche pas. Par contre, si
on projette un peu de formation, un peu d'intégration, vraiment prendre le temps par séquence et de bien le préparer. Donc, on ne compile pas dans une semaine un parcours d'intégration. Enfin, pour moi, honnêtement, hein, faire le mec arrive le vendredi, il est carbo. Et je pense qu'il a rien compris. Il n'a pas tout compris de ce qui se passait dans l'entreprise. Et donc, plutôt de le séquencer et de le laisser prendre en main un certain nombre de points ou de sujets. Tutorat inversé, tout de suite, en fait. Qu'est-ce que lui, il peut apporter tout de suite? Quel est son regard? Le rapport d'étonnement, on laisse passer du temps avec le rapport d'étonnement, parce qu'en fait, un rapport d'étonnement, au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, voilà, ça me semble court pour vraiment avoir un vrai rapport d'étonnement. Donc, sur les outils, hyper important, mais que tout le monde ait les mêmes outils. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que maturité informatique, peu importe l'âge, tout le monde est au même niveau. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas tout le monde au même niveau, on n'utilise pas l'outil. Donc là, par exemple, je vous prends un exemple avec Planner, qui est Microsoft, qui est la planification. Il y en a dans mon équipe hyper chaud, hyper carré, ça roule et tout machin, ils distribuent les tâches, ça va vite, etc. Sauf que j'ai une ou deux personnes, ils sont pas prêtes. Et donc, ils reçoivent des notifications de qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois machin. Ils comprennent pas. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils n'ont pas été assez formés, assez accompagnés. Donc, j'ai mis en stand-by en disant, on ne prend pas planeur pour l'instant. On forme et on accompagne les personnes qui ont besoin d'une remise à niveau et ensuite on lance. Parce que ça crée de la frustration, ça crée de la perception différente. Et ça, et pareil, aussi, petit conseil sur les managers qui sont dans la salle, si vous mettez des outils en place, il faut que le manager puisse savoir les maîtriser et de savoir de quoi on parle. Je ne parle pas d'être expert, mais je vous parle de savoir les utiliser et les maîtriser. J'ai trop de managers aussi, collègues, qui lancent des choses, mais ils ne savent pas s'en servir. Et en fait, du coup, mais vous perdez votre équipe sur cette partie-là. Donc, sur les outils, hyper important, pas 40 outils, des outils qui sont utiles aux collaborateurs. Du reporting, OK, et du reporting efficace où on ne met pas une demi-journée pour faire un reporting à son manager toutes les semaines. C'est mortifère. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Lerner. Et on voulait parler aussi de la sécurisation des intégrations. Tu as commencé à en parler quand vous êtes en recrutement. Chaque détail compte, hein, la chance et l'attention au détail. On parle aujourd'hui de pré-onboarding, c'est-à-dire qu'en fait, à la signature de la promesse d'embauche, alors déjà, même si c'est le manager directement qui peut faire l'offre au candidat ou en tout cas lui présenter l'offre, eh ben ça, c'est quelque chose, c'est souvent pris comme une marque de reconnaissance de l'importance du recrutement pour le manager ou le dirigeant. Donc, n'hésitez pas à ce que ce soit vous, plutôt que de le déléguer au RH ou au cabinet. On le fait, bien sûr, mais c'est toujours mieux si c'est le manager qui le fait. Et puis, vous savez, dans cette période de 2, 3 mois où on a négocié son préavis pour rejoindre une nouvelle entreprise, là aussi de garder le contact avec le futur collaborateur. Commencer à lui partager des choses, faire un déjeuner, lui présenter une équipe, parce que tout le monde ne peut pas présenter l'équipe, effectivement, comme tu le fais, Edouard, durant le process. Donc, c'est commencer à présenter l'équipe comme ça quand il arrive. Et tous les clients qui le font chez nous, quand il arrive, les candidats aiment beaucoup parce que déjà, ils arrivent un peu, ils sont connus, ils connaissent. Le premier jour est déjà un peu moins stressant d'une part, et puis ils sont beaucoup plus vite opérationnels, parce qu'ils ont déjà des liens avec quelques personnes, ils ont déjà des informations, des systèmes de fonctionnement, parfois connaissance des outils, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de l'énergie et du temps, on est bien conscient de ça, mais c'est très rentable après dans l'opérationnalité de la personne dans son poste, donc ça vaut le coup. Tu parlais de parcours d'intégration. Oui, David, Edouard. Important, je vous partage une anecdote, on va dire un exemple très concret. Je suis manager il y a 5 ans. Je recherche un directeur ou une directrice régionale en Bretagne. Euh, Poste assez expérimenté. Donc, je rencontre 3, 4 candidats. Il y a une candidate, Formule 1. Une Formule 1. Vraiment, je la rencontre top du top. Et en fait, je suis convaincu de la Formule 1 que j'oublie de poser un certain nombre de questions, etc. Et en fait, je suis tellement en prise où je me dis c'est la bonne personne, idoine. Et donc là, je tombe dans la certitude. En fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est que moi, j'essaie d'avoir que des convictions, zéro certitude. Mais là, je tombe dans la certitude en disant c'est elle. Et donc, les autres candidates, je les rencontre, mais honnêtement, j'écoute même pas. Voilà. Bref, je suis sur cette personne.
je suis pas totalement aveugle non plus. J'emmène une collègue avec moi sur le deuxième entretien. Elle performe l'entretien, la candidate, excellent. Donc là, je me dis, mais c'est bon, c'est fini. Le process, il est terminé. En plus, j'étais assez pressé, etc. Le process est terminé. Je recrute cette personne. Je me dis, de toute façon, c'est une Formule 1. Je vais l'accompagner. Je l'appelle un peu. Voilà. Son pré-onboarding, on va dire, pas terrible. Sa formation, intégration, presque pas terrible non plus. Pas du tout terrible de ma part. Et en fait, et comme je suis en management à distance, je suis pas tout le temps avec elle. Mais comme c'est une Formule 1, c'est une Formule 1. Sauf que j'avais pas validé un certain nombre de points, notamment sur perception des équipes, accompagnement des équipes, interaction avec des gens moins expérimentés qu'elle. Et là, en 15 jours, 3 semaines, le truc risque de péter. Vraiment. Et donc, malheureusement, cette collaboratrice, on n'a pas fini la période d'essai, donc elle fait partie des 10 ou des 20%. Mais de manière assez honnête, et je lui ai dit, les torts sont partagés. Parce que je pense que je n'ai pas vraiment vérifié, mais parce que j'ai pas préparé, j'ai pas assez préparé. Et elle n'était pas forcément au rendez-vous de mes attentes. Mais voilà, donc ça peut aussi arriver. C'est pour ça que le parcours d'intégration et le parcours pré-onboarding, pardon, et formation, il est primordial. Toute génération. Et vous, on aimerait bien vous entendre aussi sur les problématiques que vous rencontrez ou les sujets ou les situations que vous rencontrez qui sont les plus compliquées à gérer pour vous en fonction des différentes générations. Est-ce que Alors, quelqu'un... j'ai des questions de Camille Richard, de Daniel Mellet et une autre de Monsieur Lerner. Donc, Madame Richard, si vous voulez poser cette question, à moins que vous souhaitez que je le fasse à votre place, comme vous souhaitez. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bien sûr. Bonjour. Oui, non, ma question c'était plutôt sur les biais qu'on a intériorisés au fil du temps, de manière un peu plus, de manière plus ou moins intense, hein, les biais par rapport à la diversité, etc. Comment vous conseillez de travailler justement sur ses propres biais lorsqu'on recrute pour éviter effectivement de discriminer, ou même quand on est manager une fois qu'on est en poste? C'est une bonne question. Ouais. Ça, Alors, c'est une vraie bonne question. Bon, après, on va pas tomber forcément dans la psychologie de comptoir, mais ce que je dirais, c'est que déjà, il faut se faire confiance. Et il faut avoir une certaine forme un peu de confiance en soi quand on est manager. Donc, le syndrome de l'imposteur, ça peut arriver. Le syndrome de je suis pas au rendez-vous, ça peut arriver. Mais je pense qu'il faut avoir quand même confiance en soi pour donner confiance. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, il y a un travail du manager aussi, à une prise de conscience sur je suis manager aussi parce que l'employeur m'a fait confiance pour prendre une équipe et pour manager une équipe. Après, sur les propres biais, euh, moi, je crois beaucoup à quand on est curieux, dans tous les sens du terme, on peut avoir de très bonnes surprises. Et curieux vis-à-vis aussi des profils qu'on va recruter. Il ne faut pas s'interdire de recruter quelqu'un qui a un petit pas de côté, qui peut apporter une certaine forme de diversité, diversité de compétences, diversité de profils, diversité Vraiment, il faut se laisser la possibilité vraiment de laisser sa chance. Il y a un film qui dit laisser sa chance au produit, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est laisser sa chance vraiment à quelque chose qui n'est pas dans son univers conscient euh, euh, cadré, en fait. Alors, c'est pas forcément toujours évident, parce que vous allez me dire, ça dépend ce que vous recrutez. Si vous recrutez des experts techniques, il va falloir un minimum d'expertise technique, sinon ça va pas le faire. Mais sur ces biais plus ou moins intériorisés, on en a tous. Je pense qu'il faut en tout cas, moi, ma posture, c'est de dire, on n'est jamais à l'abri d'une bonne ou voire d'une très bonne surprise. Et donc, il faut laisser une chance, on va dire, d'écoute à l'ensemble des candidats ou candidates que vous pouvez avoir. Et ensuite, quand on est manager, d'une part, il faut être exemplaire. Ça, c'est hyper important parce que auprès de votre équipe. Et il faut avoir une certaine forme de justice, entre guillemets, entre les collaborateurs, peu importe leur expérience, leur mission, leur responsabilité. Ne pas recadrer votre adjoint ou votre, on va dire, personne avec laquelle vous bossez le mieux.
pour l'équipe, c'est mortifère. Ça m'est arrivé une fois, ne m'arrivera plus, où j'ai été trop gentil, on va dire, et j'ai laissé passer trop de choses. Ça a mis l'équipe dans un état qui était pas le bon. Donc sur ces biais, il faut essayer, à mon sens, déjà d'avoir confiance en soi parce qu'on vous a proposé le poste de manager et donc vous êtes là pour manager une équipe et vous avez les compétences pour le faire. Donc prendre confiance en soi et se laisser la possibilité d'avoir une bonne surprise si on est dans une posture d'écoute finalement et de curiosité. Je peux compléter un point. Vous avez raison de parler des biais, hein, parce qu'ils sont humains, évidemment. Nous, on parle de neutralité. En tant que consultant, alors quand on prend un cabinet, ça permet d'objectiver justement. On parle de neutralité du consultant. On ne doit pas avoir de biais. On essaye de ne pas en avoir du tout, du tout. Et comme on ne recrute pas pour nous, c'est plus facile que vous. Donc ça, c'est un point important. Après, par rapport à l'ouverture d'esprit dont parle Édouard sur le recrutement ou les personnes en général, c'est aussi effectivement, moi je dis toujours, l'expérience ne fait pas la compétence. On a tendance à se dire, voilà, j'ai tel poste, pour tel poste, il faut telle expérience, telle nanana, et je veux recruter absolument ça, c'est le mode parfait. Sauf qu'on se rend compte, d'ailleurs, que entre le CV et la personne qu'on rencontre, bah, parfois, bizarrement, bah non, c'est pas lui que vous allez prendre. Et puis finalement, le CV qui n'était pas exactement comme vous voulez, le pas de côté dont parle Édouard, bah, finalement, la personne, c'est la bonne. Donc, quand il y a un cabinet, bah, il a fait ce travail pour vous. Quand vous êtes tout seul, c'est s'ouvrir un peu l'esprit. Et par exemple, on voit beaucoup plus de reconversions professionnelles aujourd'hui. On présente beaucoup plus de candidats qui ont fait des reconversions professionnelles qu'avant ou qui ont été indépendants et qui reviennent salariés, etc. Il n'y a plus trop de règles de ça va, ça va pas. Et c'est vraiment dans la rencontre que vous allez voir. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il faut avoir une lecture CV ouverte, effectivement, et on est sécurisé par quelqu'un qui a déjà fait une expérience qui, a priori, va être la bonne pour soi. Mais l'expérience ne fait pas la compétence. Donc, faut pas. Ce que moi, je veux juste te dire, c'est que si vous avez un cabinet, il le fait pour vous, mais vous prenez du temps sur l'évaluation, ce que disait Edouard tout à l'heure. Il est passé à côté de l'évaluation parce qu'il était ébloui par la personne. Mais parfois, on recrute aussi par réseau. Un tel me l'a recommandé, etc. Donc, c'est bon. Ben non. Un tel me l'a recommandé parce qu'il était bien dans telle entreprise. Mais chez vous, c'est différent. Donc, toujours établissez vos grilles de questions, par exemple, qui sont les mêmes pour tout le monde, même pour votre cousine ou je ne sais pas qui. Et du coup, ça permet justement de mettre à distance l'émotion, par exemple, ou les biais dont vous parliez, Madame Achard, et d'être le plus en neutralité possible. Et une fois qu'on a fait ça, bien sûr, vous choisissez la personne avec laquelle vous avez envie de travailler. Ça, il ne faut pas l'enlever parce que c'est aussi le désir des uns et des autres. Et c'est pareil pour le candidat qui va avoir envie ou pas de travailler avec vous. Voilà. Je vous appelle Daniel, hein, je me permets aussi sur la partie CV, lettre de motive, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est une vraie question. Pareil, j'ai une conviction. Et je me permettrais même de Oui, compléter, allez-y. excusez-moi, je vous coupe, c'est de savoir alors je vais écouter vos convictions, mais savoir aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement d'autres idées plus modernes ou plus attractives pour justement permettre un premier contact plus productif et non pas avoir une lettre écrite par ChatGPT maintenant, enfin. Yes, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vais vous partager ma conviction. Alors, je fais pas mal d'ateliers, on va dire, auprès des étudiants de faculté de pharmacie, qui sont des très bons scientifiques par nature, mais on va dire qui ont besoin, qui se disent, mais la communication, c'est pas important dans mon métier, le management, c'est pas important, alors qu'ils vont devenir pharmaciens industriels ou même pharmaciens d'officine, et donc ils vont avoir aussi ces compétences-là à développer. Moi, j'aime bien le CV, mais j'aime bien un CV qui raconte une histoire. Ça me semble quand même être important et c'est ce que je leur dis. Donc, photo, pas photo. Si vous voulez pas mettre de photo, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. Si vous mettez une photo, arrêtez de me mettre des selfies ou des trucs avec des chapeaux ou des casquettes. Non, mais c'est parce que c'est ça votre réalité et la mienne hein, aussi hein, de recruteur. Donc ça, c'est le premier élément. Sur la lettre de motivation. Je préfère. Alors après, tout dépend des boîtes et comment elles fonctionnent, des entreprises. Moi, ce que j'aime bien, j'essaie de challenger aussi mes RH parfois, c'est est-ce qu'on peut pas poser 3 questions à la fin de l'annonce en disant vous m'envoyez votre CV plus un mail à RH ou à Édouard Clément
et vous réfléchissez sur les 3 questions que je vais vous poser. Et ça enlève la lettre de motivation, on va dire ChatGPT ou la lettre de motivation. D'ailleurs, il n'y a pas eu besoin de ChatGPT pour avoir des lettres de motivation écrites par 80 à monsieur, madame, et on change juste le nom et l'adresse. Donc ça, moi, j'avoue, c'est un peu mortifère sur la lettre de motivation un peu automatique. Donc peut-être que la nouvelle pratique, en tout cas moi, une pratique que j'aimerais tester là prochainement, c'est dans mon annonce, vous m'envoyez votre CV et vous répondez aux 3 questions ou 2 questions que j'ai à vous poser et vous me répondez par mail par rapport à votre candidature. Je pense que c'est plus quali que effectivement une automatisation. Après, ça dépend. Il y a aussi des portails carrières où les entreprises ont un système de CV, de lettre de motivation qui leur permet de faire des tris, des filtres, etc. Moi, je suis une plus petite boutique. Il y a 70 collaborateurs. Auparavant, j'avais une équipe de 30 collaborateurs. Donc, c'est plus facile pour moi, on va dire, d'organiser ce que j'en attends. Mais sur le CV, moi, je pense qu'il est hyper important pour quand même avoir une structure du candidat et de la candidate sur ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Ça me semble important. Une page, 2 pages, les gens qui disent une page, si la personne a une grosse expérience et a plein de choses intéressantes à raconter, 2 pages, c'est très bien. Enfin, je veux dire, on est toujours en train de se dire, il faut formater, il faut formaliser. Non, en fait, il faut des choses qui soient intéressantes à regarder. Donc, s'il y a 2 pages, il y a 2 pages. Et ensuite, sur les questionnements, bah, ça dépend ce que vous recrutez, mais je pense qu'il y a un moment donné, la lettre de motivation sur une entreprise dont on ne connaît pas, ou alors juste qu'on a un site internet et quelques Google Actualités, ça va quand même être assez limité pour essayer de se vendre sur une lettre de motivation pure, en tout cas maintenant. Donc peut-être qu'il faut poser 2 ou 3 questions bien ciblées pour finalement un petit peu plus découvrir la candidature de la personne. C'est pareil, c'est une conviction. Oui, alors là, moi, j'ai beaucoup d'avis là-dessus aussi, évidemment, dans mon métier, hein, parce qu'on en fait des centaines par jour. En fait, il y a 2 choses à avoir en tête. Déjà, le CV, le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont créatifs, il y en a un peu partout, etc. Alors qu'un CV, la propriété, c'est d'être visible, d'être lisible. Et un CV, en fait, c'est quoi? C'est l'identité professionnelle. C'est le déroulé historique du parcours académique et professionnel. Voilà, c'est tout. On parle d'outils IA qui font le tri CV. Nous, on le fait nous-mêmes avec nos yeux et nos cerveaux. Et ça, pour l'instant, c'est loin d'être. On utilise beaucoup 5 outils IA aujourd'hui dans le travail, pas pour le retour annonce, pas pour trier les CV sur les job boards, sur les CV tech et trouver les personnes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outils IA au niveau pour être justement capable de lire entre les lignes et de dire, tiens, il a fait un pas de côté, ça m'intéresse, etc., par rapport à tel critère. Donc, voilà. Sur la lettre, et sur la lettre, par rapport à ce que tu disais, moi, je ne suis pas contre, bien sûr, les outils IA, mais aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Hein. Donc, là, on l'a testé avec un client parce que la personne on avait besoin de voir aussi son rédactionnel. Et comme dans la vraie vie, ils auront accès aux outils IA, l'idée, c'est de les laisser avec ce qu'ils veulent. Par contre, de voir si effectivement on voit que c'est l'IA ou s'ils savent faire travailler certains outils. Il n'y a pas que de chat, hein, il y en a d'autres, Perplexity, Notebook, etc. Et on voit si c'est correctement justement écrit. Vous pouvez aussi, dans les lettres de motivation, pour ne pas la laisser comme ça un peu sans intérêt, donner un objectif, voilà, donner un cadre de ce que les gens doivent rédiger par rapport à cette lettre. Voilà. Après, petit bémol là-dessus, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché de la publicité de l'emploi, donc le marché des annonces, il a explosé en 10 ans. Hein, Indeed, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des annonces d'emploi en nombre énorme, exponentiel, qui fait que c'est noyé dans la masse. Il y a beaucoup de masse. Donc, si vous demandez en plus, donc les gens, c'est ça qu'ils ont en face d'eux. Bon, voilà, de la masse partout, partout. Si vous leur demandez en plus de rédiger une lettre, de répondre à des questions, etc., je comprends, hein, ton point et doigt. Moi, je suis un peu plus vigilante là-dessus, c'est que ça peut freiner. Alors, ça peut freiner, on se dit, bah, tant mieux, comme ça sélectionne. Oui et non, ça ne freine pas que les mauvais ou les candidats qui sont pas à côté, qui sont à côté de la plaque. Donc, aujourd'hui, tout va très vite, hein, les réseaux sociaux, on fait tout en 2 clics, clac, clac, clac. Si on demande des choses, parfois, on peut passer à côté de… Voilà, c'est une question hein, dans notre métier. Alors, pareil, je te rejoins sur certitude conviction. On a des convictions, pas de certitude. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est faux le lendemain. Ce que j'ai dit hier, c'est pas vrai demain, etc. Donc, on se remet en question en permanence. Voilà, moi, je dis juste petit bémol de pas trop en demander. En tout cas, sur la première phase, quand vous êtes en annonce. Après, vous pouvez rajouter des choses dans le process. Mais on nous fait souvent la remarque, le process est un peu long, le process est un peu lourd. Alors, on explique
que ça permet aussi aux candidats hein, de se projeter et d'évaluer le poste, mais ça peut, attention, ça peut être un frein. Ça, c'est hyper important ce que tu as dit sur le processus de recrutement, le délai. Mm. Je sais que parfois ça traîne, même pour des TPE-PME. C'est pas forcément lié à un fonctionnement de grands groupes ou de TI, au contraire. Plus le enfin moi, conseil, process très court. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a préparé, qu'on s'est laissé du temps dans son agenda pour rencontrer des candidates, parce que voilà, de dire bah en fait j'ai plus de temps dans mon agenda parce que je bosse et le recrutement ça sera plus tard. En fait, le problème c'est que vous allez passer effectivement à côté d'éventuelles candidatures parce que le process il est hyper long. Et ça on le voit, hein, moi et on l'a eu une ou deux fois aussi sur non, ma prochaine date c'est dans 15 jours. Non mais en fait si tu as décidé de recruter en fait c'est trop long comme process. Oui, oui, votre comportement durant le process donne à lire sur votre comportement de culture managériale. Donc ça peut effectivement, quel que soit l'âge aussi. Les gens sont beaucoup plus attentifs où ils évaluent aussi bien votre offre que vous les évaluez. Hein. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. Et là, pour le coup, c'est toute génération, même si les plus jeunes sont encore plus vigilants, je dirais. Petit partage d'expérience, donc Thierry Cresson, là, qui est Novea Énergie. En fait, donc moi, je suis arrivé chez Novea il y a 2 ans. Et suite à l'entretien, il m'avait été demandé de faire un résumé écrit de cet entretien. Donc, il peut contrecarrer un petit peu la lettre un peu automatique et qui donne aussi une vision de l'esprit de synthèse, de savoir ce qu'il a retenu, je sais que moi, je m'étais complètement planté sur cet exercice, mais voilà, en fait, je veux dire, et ça n'a pas été préjudiciable pour preuve, mais voilà, ça permet quand même d'évaluer le candidat à travers, plutôt que de poser 3 questions, ça peut être un moyen aussi de dire, ben voilà, résumez-moi l'entretien que vous avez eu, si on juge que le candidat en vaut la peine, parce que c'est pas la peine non plus de le faire pour les 3 ou 4 entretiens, quoi. Donc, vous Voilà. l'aviez bien vécu vous-même en tant que candidat, du coup? Ouais, ça m'avait un peu surpris et du coup ça m'avait dérouté. Donc c'est vrai que voilà, je l'ai pas fait à la bonne hauteur. Puis la consigne n'était pas super claire peut-être. Je sais que mon responsable avait dit oui, c'est vrai que je n'avais pas non plus précisé exactement. Donc moi j'avais pris une direction en me disant je m'adresse à un directeur de site, donc je vais être clair, efficace et très synthétique. Et en fait il cherchait au contraire à avoir un peu plus de teneur. Bon bref, j'étais pas du tout à l'attendu. Mais du coup, on s'est expliqué et puis ça a permis de corriger un petit peu le tir et j'ai refait l'exercice plus en phase avec la demande, quoi. Donc voilà, petite expérience si C'est intéressant. ça peut inspirer. Merci beaucoup, Du coup, Thierry. Madame Chabot, qui veut intervenir? Oui, bonjour, Aline Chabot de Smart Power. J'avais une question tout à l'heure, vous évoquiez l'importance de faire rencontrer le nouveau collaborateur avec les équipes au plus tôt. Est-ce que ça vous arrive de faire des tests de personnalité? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Moi, je suis pas assez structuré. Enfin, de mon côté, je suis pas assez structuré chez moi pour faire des tests de personnalité, etc. Mais je pense je suis pas contre en fait aussi faire ce type de process. Je l'ai eu moi en tant que candidat. J'ai eu ce type de test et je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi en tout cas, ça me dérange pas en termes de candidat pour le faire. Je pense que ça permet d'évaluer un peu la personnalité si le test est bien fait, etc. Donc j'ai plutôt un avis positif sur cette partie-là. Je le fais pas systématiquement. Et par contre, ce que je fais effectivement pour répondre à votre question, Aline, c'est que oui, je veux que la personne rencontre l'équipe. Parce que s'il y a vraiment un no-go de l'équipe, ça me fait vraiment douter sur l'intégration. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que vous prévoyez un entretien en dernière phase peut-être de Ouais, recrutement c'est un avec échange. plusieurs membres de l'équipe qui seront amenés à travailler avec la personne. C'est Ouais, ça? c'est un échange. C'est pas un entretien. C'est plus un échange où chacun se présente sur ses Moins formel. missions, où la personne Voilà. Moi, je l'ai fait. Ça peut être très formel. Alors, le dernier recrutement, c'était dans la salle de réunion où je suis avec les collaborateurs, sans moi. Je précise aussi, sans le recruteur. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans la salle. Et je donne pas de consigne à mon équipe, si ce n'est d'échanger, de découvrir le candidat ou la candidate. Mais ça a pu se faire. J'ai pu le faire.
dans des brasseries café où les gens sont allés boire un café ensemble, échanger, partager. Enfin, après, ça dépend de l'animation d'équipe que vous avez et de la manière dont vous l'incarnez. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la proximité, à la convivialité entre les membres de l'équipe. C'est hyper important. Moi, c'est mon ciment, on va dire, sur des gens qui sont très éloignés les uns des autres. Donc, c'est ma manière de faire aussi sur la dernière étape où j'ai choisi le candidat-candidate. S'il y a vraiment un no-go, ça peut remettre en question quand même le recrutement, oui. Moi, je Merci veux bien beaucoup. intervenir sur les tests, Daniel. Excuse-moi, je réponds à Aline. Sur les tests, donc nous, on en fait en tant que cabinet, bien sûr. Test de personnalité au travail, test de quotient émotionnel, donc c'est l'intelligence émotionnelle qui intervient à 75% dans la réussite professionnelle des personnes, là où le QI, le quotient intellectuel, n'intervient qu'à 25% dans la réussite professionnelle des personnes. Par exemple, test de pensée critique, capacité d'analyse, test de potentiel managérial, ce genre de choses. Attention, les tests, j'en fais depuis 15 ans que je fais ce métier. J'ai travaillé aussi sans test. Il faut les remettre à sa place. C'est-à-dire que toute l'évaluation ne repose pas sur des tests et des algorithmes. Heureusement, hein, parce que ça manque de nuances. Et puis, il n'y a pas le contexte, etc., etc. Donc, et puis, ce type de tests-là vous en faites dans 2 mois, vous n'avez pas les mêmes résultats. Je l'ai vécu en outplacement avec un candidat qui a fait le même test à 2 jours d'intervalle dans 2 cabinets, il n'avait pas les mêmes résultats. Donc, il suffit de votre votre humeur, etc. Donc, les tests, intéressants, mais à prendre avec précaution, c'est un outil de travail pour nous qui intervient qu'en fin d'évaluation. On fait un entretien téléphonique, une visio, un entretien cabinet. Ça intervient à la fin de l'entretien cabinet. Une fois qu'on connaît la personne, et c'est un outil de travail entre nous. Ce n'est pas envoyé au client parce que nous, on est formés pour interpréter ces résultats. Donc, ça doit nous permettre de mieux connaître le candidat, de le faire travailler sur des sujets, etc. Et de lui apporter quelque chose aussi, hein, qu'il se connaisse davantage. Mais en aucun cas, un test va me permettre de décider de présenter un candidat ou pas, ou en aucun cas, un test va me permettre de dire non, je ne présente pas ce candidat. C'est vraiment là-dessus, j'insiste fortement parce que facilement, on lui fait passer un test et puis on verra. Ben non, et surtout pas en début de process, quoi. Voilà. Merci, Elodie. Monsieur Mellet? Oui, moi j'ai deux questions, dont une qui double, donc en fait ça fait presque trois questions. La première sur le processus de recrutement, qui n'est pas le cœur du sujet théoriquement aujourd'hui, mais vu qu'on l'a évoqué, un peu par ma faute, à quel point vous portez de l'importance aux réseaux sociaux, et notamment de LinkedIn, hein, dans votre process de recrutement. Et je disais que cette question-là était double. Est-ce que éventuellement, une fois que le recrutement est fait, ça peut, j'ai aucune idée, hein, c'est vraiment naïf, est-ce que ça peut servir d'outil de management de ces équipes? J'en ai aucune idée. Et ma deuxième question, je vous la pose comme ça, et voilà, c'est qui est vraiment plus management là pour le coup. Comment réussir, enfin comment vous faites pour réussir à remotiver des collaborateurs qui parfois sont là depuis un certain nombre d'années, qui en plus parfois sont en distanciel, donc ils voient pas forcément les collègues, qui peuvent du coup perdre un peu de sens dans leur mission parce que bah, le train-train journalier, etc. Est-ce que voilà, vous avez des méthodes pour essayer de redynamiser tout ça et de redonner un peu de niaque aux équipes? Ok. Alors, bon, sur les réseaux, j'avoue que pour le coup, j'ai quelques expériences sur d'autres sujets, mais sur les réseaux sociaux, j'ai jamais été confronté à un candidat-candidate avec une problématique de réseau social, c'est-à-dire des gens qui postent des choses un peu space, etc. Donc, j'ai pas trop de regard sur cette partie-là. Je regarde les comptes LinkedIn des personnes que je reçois en termes de candidature pour vérifier aussi un certain nombre d'infos, voir ce qu'ils postent, s'ils postent pas, s'ils sont plutôt dans un outil de veille ou dans un outil d'incarnation, en fait, finalement. Par exemple, si je recrute un délégué ou une déléguée régionale qui va avoir une mission quand même de visibilité et voilà, si la personne qui faisait ce job avant ne poste rien sur ce qu'elle fait, comment elle montre, etc., je me dis, bon, c'est quand même un peu dommage, soit elle sait pas s'en servir, soit finalement c'est pas son truc, et ça fait quand même un peu partie du job de montrer un petit peu, de démontrer un petit peu ce qu'on fait. Donc ça dépend un peu des profils, sur des profils plus back-office, on va dire, bon, qu'il n'utilise pas LinkedIn, qu'il ait un compte LinkedIn, voilà. Mais j'ai pas eu de mauvaise surprise. Ça, je sais pas. Et est-ce que c'est un outil de management? Euh,
Bon, à minima, je leur dis, c'est un outil de veille dans notre métier. Ça, c'est un très bon outil de veille. Et ça permet de faire passer des infos. Voilà, on voit une actualité, on voit quelqu'un qui a changé de job et qui fait partie de notre réseau désormais. Voilà, c'est plus un outil de veille et de transmission d'infos aujourd'hui qu'un vrai outil, en tout cas pour moi, qu'un vrai outil de management. Oui, alors bah, moi, LinkedIn, c'est mon meilleur ami, évidemment, hein, en tant que chasseur de tête. Donc, je vais systématiquement voir, si c'est un CV, voir le LinkedIn de la personne. Alors, je rejoins Edouard, c'est-à-dire que il y a des postes sur lesquels avoir une activité LinkedIn, c'est important. Il y a des postes où ça peut être intéressant de voir le réseau, l'écosystème de la personne, les gens avec qui ils sont en contact ou pas. Il y a des postes où ça n'a aucun intérêt, donc ce n'est pas une évaluation. Donc là, c'est vraiment en fonction d'eux. Mais évidemment, aujourd'hui, tout le monde est présent sur LinkedIn. Vraiment, c'est très, très rare hein, que j'ai des gens qui ne sont pas présents. Ça arrive encore, mais c'est très, très rare. Voilà, donc c'est un peu un incontournable sur le marché de l'emploi et du travail en général, parce qu'effectivement, ça donne des infos. Il y a des gens qui peuvent mettre en avant les projets sur lesquels ils sont, etc. Donc en industrie, ça peut être intéressant, etc. Ça peut les rendre visibles, en fait, tout simplement. Donc, ça peut valoir le coup. Puis nous, on a l'open to work hein, de temps en temps. Ça ne nous empêche pas. On chasse les gens même s'ils ne sont pas en open to work. Donc, pas une obligation. Mais voilà. Mais à jour, les profils, c'est quand même incontournable aujourd'hui. Et pour Euh, répondre à votre la- deuxième ouais. question, ouais, sur votre deuxième question, c'est une vraie bonne question. Je vais vous raconter moi ce que j'ai essayé de faire. Quand je suis devenu patron de l'animation territoriale d'un autre syndicat, j'ai récupéré, on va dire, dans une équipe de 29 personnes, dont 24 sur les 12 régions métropolitaines et 5 personnes sédentaires à Rennes et à Lyon. Donc des gens ne se voient que très peu finalement, qui ne se connaissaient pas pour certains, qui avaient des métiers différents et sur lesquels on appose en plus une fusion et un projet. Collectif où on leur dit vous allez faire partie de la même équipe. On vous présente votre manager, c'est Edouard. Edouard va essayer de vous projeter un projet collectif. Donc et là on parle de génération, des gens qui ont 26 jusqu'à très proche de la retraite, puisque j'ai quelqu'un qui est parti à la retraite, on va dire assez vite, on va dire. Donc là, et avec des gens qui sont dans différents états d'esprit, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis très longtemps, qui pas ont une baisse de motivation, mais ils en ont vu d'autres. Donc, en fait, finalement, c'est quoi le nouvel élan? Ben oui, mais ça, on a déjà vu, on a déjà fait, puis il y a 5 ans, on a déjà testé, et puis voilà. Donc, des gens très motivés, très enthousiastes, et des gens un peu moins enthousiastes. Des plus jeunes générations qui ont de l'ambition, mais qui savent pas forcément sur quelle typologie on va les attendre. Des gens qui changent de métier un peu, qui font un pas de côté de métier parce qu'on avait certains qui étaient très spécialistes et qu'on a emmenés sur un côté généraliste. Bref, un peu le, un peu le bazar pour un manager, de manière très honnête. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'expliquer le projet, déjà, et de dire, c'est quoi le projet collectif? Déjà, d'une part, c'est quoi le projet collectif sur les 2 prochaines années? Donc, on n'a pas fait un truc à 5 ans, on a fait sur les 2 prochaines années. Pourquoi j'ai dit les 2 prochaines années? Parce que j'avais des gens qui allaient partir à la retraite aussi à ce moment-là. Donc, sur les 2 prochaines années, voilà les objectifs qu'on peut se fixer. Ce que j'ai essayé de construire, et j'ai construit aussi avec eux, c'est qu'on a fait une réunion d'équipe sur 2 jours où on a fait ce qu'on appelle un plan stratégique, c'est-à-dire c'est quoi nos priorités sur 2 ans, décliné en projet annuel, décliné en action collective, et où chacun avait son projet. Et donc chacun a pu participer à cette un peu roue, j'allais dire, d'organisation d'équipe. Ça, premier élément. Deuxième élément, pendant ces 2 jours, j'ai essayé. Alors, sur les séminaires d'équipe, il y a de tout, hein, les trucs de GIGN, etc. Bon, moi, j'avais des gens qui faisaient pas de sport, des gens qui faisaient du sport, des gens qui ont des âges un peu différents. J'ai trouvé un tips, hein. On a fait une activité pour recréer des dialogues de films ou de dessins animés. Voilà, c'est une animation. Je pourrais vous filer le truc si vous êtes intéressé. C'est super. Ça permet de travailler en équipe. Et en fait, ça permet de travailler en équipe sur la partie création. Et en fait, on a vu aussi des gens qui se sont un peu révélés, c'est-à-dire des gens qui étaient assez timides, des gens qui ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient apporter, et le fait d'être en collectif comme ça les a un peu révélés. Et là, le rôle du manager, c'est de dire, OK, là,
Sylvie, très timide, mais hop, elle s'est révélée, je vais lui filer ce projet-là et elle va travailler avec un tel, parce qu'elle va être en confiance. Ne mettez pas non plus des gens en difficulté parce que ils vont travailler avec des gens qui sont assez éloignés professionnellement parlant. Moi, j'ai eu la chance, sur les 29, il y avait des petites grappes. Voilà. Et au début, je les ai fait travailler avec des gens qui sont plus proches d'eux, on va dire professionnellement parlant. Parce que si vous avez un trop gros écart, ça peut avoir un peu de... Mais ça, c'est de la perception et c'est de l'écoute. Écoute et poser beaucoup de questions. Moi, je pose beaucoup de questions. Je suis de nature plutôt très curieuse. Et il n'y a pas, voilà, sans rentrer dans l'intimité des gens, mais voilà, d'être assez avenant. Je suis extrêmement transparent aussi. Des trucs un peu tout bêtes sur mon agenda. Tout le monde voit tout. Donc, si je vais chez le coiffeur entre midi et 2, les gens le voient. Voilà, c'est une certaine forme de transparence. Et la transparence permet de dire aussi aux gens, voilà, je vais te faire travailler avec un tel ou un tel parce que je pense que tu as la bonne compétence et parce que lui ou elle va t'apporter quelque chose. Et on a créé des petites grappes qui sont devenues en fait des grappes qui se sont un peu entrechoquées. Et finalement, on a réussi, je pense, à motiver un certain nombre de personnes. On en a perdu 2 dans la route, dans l'histoire, parce qu'on n'a pas, on n'a pas réussi à récupérer une motivation qui était partie, un projet collectif qui les a pas intéressés. C'est pas tout blanc tout rose l'entreprise. Donc à un moment donné, j'ai dû aussi recadrer, j'ai dû aussi me séparer d'une personne parce que vis-à-vis du collectif, elle était en difficulté de valeur. Faut faire des choix, c'est ça le rôle du manager. Mais on va dire sur le gros des troupes, on a réussi quand même à apporter un message collectif. Pardon, pour répondre aussi à votre question sur ça fait 15 ans que je suis là, je fais toujours la même tâche, etc. Bah là, c'est le rôle du manager sur le pas de côté, sur l'évolution horizontale. Voilà. Il y a toujours des projets, il y a toujours des trucs à faire. Honnêtement, vraiment, quand vous cherchez, il y a toujours des choses à faire. Bah oui, pour remotiver, c'est rendre acteur, hein. Rendre acteur, ça veut dire écouter. Peut-être qu'on ne sait pas, tu disais, ça a révélé des gens alors qu'ils étaient là depuis 15 ans, on ne sait pas. Donc, mettre en écoute et le rendre acteur sur des projets transverses, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément toujours faire évoluer les gens en hiérarchique, mais ça peut être juste lui confier un projet qui est en lien avec le projet d'entreprise et hop, ça change la donne, hein. Parfois, c'est moins compliqué qu'on peut le croire. En tout cas, on est obligé de faire l'effort. Je prends toujours l'exemple de Sylvie. Sylvie, elle gérait les cotisations chez moi. Donc, vous connaissez ça chez Smart Power, c'est des adhésions d'entreprise ou des adhésions d'organisation. Sylvie, elle connaissait depuis 6 ans toutes les cotisations par cœur de tous les adhérents. Par contre, quand il y a un problème de cotisation, une entreprise qui ne souhaite pas payer ou qui a des retards, etc., Sylvie, elle envoyait des mails scud. Mais scud, voilà. Donc, j'ai récupéré Sylvie dans l'équipe. Première semaine, elle envoie à ta base de scud. J'ai dit, oh, on arrête, parce que ça crée vraiment de... Et donc, je lui ai dit, Sylvie, tu connais Pardon, c'est quoi superbement... Scud? Pardon, Un missile. Un mail un petit peu mail agressif. très Voilà. désagréable, excusez-moi. Espèce de jeune, va. Oui, c'est intergénérationnel, excusez-moi. Bon, même Donc, Édouard. Le langage, ceci dit, le langage, c'est important, oui, pour C'est vrai. l'intergénération. Et ça, c'est aussi hyper références. important sur le vocabulaire d'équipe aussi, sur que chacune utilise le même vocabulaire, c'est hyper important. Donc, des mails très désagréables de relance, mais vraiment sans empathie, vraiment. Et donc, je lui ai dit, Sylvie, voilà, ça, faut que ça s'arrête et on va travailler avec d'autres collaborateurs pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment on relance les entreprises, pour que, voilà, on puisse t'apporter. Et finalement, moi, je ne suis pas intervenu. J'ai dit, voilà, on va travailler avec François, notamment. On est venu, ils ont travaillé ensemble, etc. Et désormais, après, Sylvie, voilà, elle avait compris aussi qu'il y avait derrière un adhérent avec une volonté de cotisation, d'adhésion, etc., un renouvellement, une relation humaine à construire, qu'on avait construit aussi sur le terrain, et que elle, en termes de sédentaire, elle n'avait pas cette relation-là, mais parce qu'on lui avait jamais vraiment expliqué. Donc, elle dit, il n'a pas payé, j'envoie le mail. Bon, derrière tout ça, il y a de l'histoire, il y a peut-être des difficultés économiques, il y a peut-être des situations conjoncturelles, etc., que le délégué territorial sur le terrain, il connaît, lui. Sauf que s'il ne se parle pas, en fait, l'entreprise, elle réagit mal, et elle réagit mal sur son délégué territorial. Et le délégué territorial, il dit, Sylvie, qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ce bordel? Et donc là, après, c'est Edouard, on a un problème d'équipe, etc., etc. Donc, il faut essayer de les anticiper, ça. Vous ne pourrez pas toujours tout anticiper, mais donc faire travailler les gens ensemble, petit à petit, ça, c'est hyper important. Merci. Et se mettre en recul.
Pardon, Élodie. Nous, déjà, d'une part, on va peut-être clore le webinaire. C'était vraiment passionnant. Nous, d'une part, on a une excellente Sylvie chez nous. D'accord. On a vraiment une excellente Sylvie chez nous qui est là depuis 10 ans et qui est une excellente Sylvie même. On va peut-être clore ce webinaire. Franchement, il était vraiment passionnant. Bravo à vous deux. Moi, d'autant plus que ça fait corps puisque suite à une embauche, et on m'a demandé de faire une analyse et un plan d'action à faire. Donc, il y avait une dizaine de pages, mais il fallait le faire. Et puis moi, pour compléter pour diverses raisons, pour compléter mon CV, j'ai un book en ligne. Donc voilà. Mais en tout cas, chacun a ses petits tips. Ça permet d'illustrer, de valoriser, mettre en avant ces actions les actions qu'on a menées. Mais en l'occurrence, vous avez apporté beaucoup de conseils. On a enregistré déjà ce webinaire. On enverra vos contacts de toute manière à l'ensemble des personnes présentes. Si toutefois les personnes qui sont encore présentes ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser et je les transmettrai à Élodie et Clément. Oui, n'hésitez pas à nous Euh, contacter, hein, comme ça, voilà. je peux échanger, bien sûr. Et puis, on mettra en ligne ce webinaire qu'on partagera au plus grand nombre parce qu'il était riche d'enseignements. Voilà, bravo à vous deux et puis bravo à tous ceux qui ont interagi et qui étaient présents. En l'occurrence, je vous remercie pour ce moment. Merci Merci pour beaucoup. l'invitation, Frédéric, et merci à tous les adhérents. Merci Merci. beaucoup. Oui. Bonne fin de Merci à journée. tous. Bonne journée. revoir. Merci, au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir.